Monde numérique. Haro sur les réseaux sociaux, comment les réguler, limiter leur influence et mieux les contrôler? C'est un peu le serpent de mer, il refait surface. À l'approche des prochaines échéances électorales, Emmanuel Macron sonne la charge contre les grandes plateformes. Mais on va voir dans cet épisode que s'attaquer à ces géants, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'actu de la semaine, c'est aussi Elon Musk qui lance son encyclopédie en ligne anti-Wikipédia, Grokipédia, fabriquée par intelligence artificielle. En France, Doctolib aussi se met à l'intelligence artificielle avec une IA pour aider les patients. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti à Montréal, on évoquera les investissements des géants de la tech dans l'intelligence artificielle, des investissements géants, incommensurables même, objectif 100 milliards de dollars. Et puis la musique et l'intelligence artificielle, au lieu de se faire la guerre, eh bien faisons du commerce. C'est ce que se dit le géant Universal qui vient de signer pour lancer une plateforme de création de musique par IA. Enfin, un robot humanoïde bientôt commercialisé pour le grand public aux États-Unis. Il s'appelle Neo. On vous dit avec Bruno ce qu'on en pense. L'innovation de la semaine, elle est signée Google, qui franchit une nouvelle étape en informatique quantique. Et puis les interviews de la semaine, pourquoi ChatGPT et les autres chatbots d'IA sont-ils aussi sympas avec nous, aussi sympathiques et empathiques? Et pourquoi c'est un problème, mais on peut y remédier. On va en parler avec un spécialiste, Grégory Renard de l'ONG Everyone.ai. Voilà pour le sommaire de Monde numérique, l'hebdo du 1er novembre 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Et comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde numérique, l'hebdo. Comme chaque samedi, 50 minutes de news, de talk, d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Avant de commencer, avez-vous téléchargé l'application mobile de Monde numérique? Une véritable appli mobile qui permet de retrouver au même endroit tout l'univers de Monde numérique, les épisodes audio, les vidéos, le blog, la newsletter, plus besoin d'aller chercher dans les apps de podcast, et avec même la possibilité de télécharger les épisodes pour les écouter hors connexion. Une appli qui a été créée avec Goodbarber, un service français de création d'applications mobiles no-code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir programmer. Il y a plein de modèles de base à personnaliser, c'est ultra simple. En quelques clics, on peut créer sa propre appli, iOS, Android ou Progressive App. Vous pouvez aussi créer la vôtre en allant sur goodbarber.com. Et on va commencer en rouvrant ce gros dossier, cet éternel gros dossier des réseaux sociaux. C'était cette semaine à Paris à l'occasion du Forum de la paix avec une véritable charge d'Emmanuel Macron contre les plateformes de réseaux sociaux. Une fois de plus, serait-on tenté de dire, mais il est vrai que les problèmes que l'on connaît avec les réseaux sociaux ne cessent de croître. Addiction et surtout désinformation, manipulation, notamment avec les jeunes en ligne de mire et comme principales victimes. Alors il y a une dimension politique et même géopolitique. Selon le président de la République, la Russie principalement serait derrière une bonne partie de nos problèmes en exploitant l'espèce d'anarchie organisée sur les plateformes américaines. La Russie qui serait le principal acheteur de faux comptes sur les réseaux sociaux afin de diffuser de l'information biaisée. Emmanuel Macron qui critique le modèle économique des plateformes, il s'en prend à mots couverts à Elon Musk, propriétaire de X. Alors c'est une charge très violente de la part du chef de l'État, mais c'est aussi un tableau extrêmement précis, réaliste, un constat implacable et global. Je vous propose de l'écouter avant d'en parler. Quand on a des enfants qui sont exposés 4h40 par jour aux réseaux sociaux, quand on a les moins de 40 ans qui s'informent très majoritairement sur les réseaux sociaux et de plus en plus, quand on a ce temps d'exposition qui s'est accru pendant la période Covid et après, quand on a depuis 2 ans maintenant l'IA générative qui arrive dans nos démocraties, on ne peut pas faire comme si tout ça n'avait pas totalement changé, parce que les gens qui nous informent, par lesquels on s'informe, ne sont pas des médias libres et indépendants. Et la confusion est là. Et c'est pas parce qu'on va chercher l'information par ces réseaux, qu'ils soient TikTok, X, Instagram ou autres, qu'il n'y a pas un énorme problème à la clé, c'est que ces gens n'ont pas sélectionné l'information comme des médias, ils n'ont pas vérifié comme des journalistes, mais surtout, ils n'ont aucune responsabilité quant à cette information qu'ils me donnent, et ils ne sont pas faits pour partager de l'information.
Et notre bêtise est là. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui sont faites pour vendre de la publicité individualisée. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent pas en vendant un numéro de journal ou un abonnement. Ils vendent de la publicité individualisée. C'est pas un crime, juste c'est l'inverse de l'information. Et pour bien vendre la publicité individualisée, ils doivent accumuler des données sur les gens et les vendre avec un consentement approximatif à des tiers qui vont payer très cher cette publicité, des annonceurs. Mais surtout, ils sont mus par un processus qui est de créer l'excitation maximale qui créera le maximum de trafic pour maximiser leur page de pub. Et donc, tout l'ordre de mérite qui fondait nos démocraties, un rapport à l'argumentation, la vérité, est complètement mis en l'air. Puisque l'argumentation est moins forte que l'émotion, et l'émotion négative est plus forte que l'émotion positive, puisque c'est elle qui crée le plus d'excitation. Donc qui maximise l'efficacité économique du modèle, tel qu'il est conçu. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est un processus de dégénérescence démocratique. On a fait n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok, sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du 3e contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Et des contenus d'extrême droite français ou du monde entier. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international réactionnaire. Donc, ce ne sont plus des lieux où on peut s'informer. Et donc, on a besoin de rebâtir des anticorps démocratiques exactement comme on l'a fait pour ce qui est de la France au 19e siècle face à la presse. Parce qu'à l'époque, on avait une presse qui s'achetait très bien, mais il n'y avait pas de déontologie, il n'y avait pas de responsabilité des éditeurs de presse, il n'y avait pas de profession qui s'était organisée. Et donc, on doit reprendre le contrôle de notre vie démocratique et informationnelle, en régulant. Et ça a été très bien dit. Il peut pas y avoir de l'anonymat pour tout le monde et pas de responsabilité. Il doit y avoir une responsabilité. On l'a mis dans la directive des services. DSA. Derrière, on veut la liberté, mais on veut pas la liberté pour des gens qui n'existent pas. Les bots, les faux comptes devraient être interdits. Et si une plateforme ne nous garantit pas qu'elle supprime ses faux comptes, elle doit être interdite elle-même. Et on doit absolument avoir la transparence sur les algorithmes pour voir s'il y a des biais doivent être partagés. Et aujourd'hui, dans nos démocraties, notre système d'information ne fonctionne plus. Voilà, Emmanuel Macron à l'occasion du Forum de la paix à Paris cette semaine. Le chef de l'État qui veut donc que l'on reprenne le contrôle de notre vie démocratique et informationnelle. Et pour cela, il brandit à nouveau la carte de la régulation. Il en appelle donc à un agenda de protection et de régulation en Europe. Autrement dit, plus de régulation, mais une régulation, précise-t-il, qui doit rester compatible avec l'innovation. Donc voilà pour les faits et les déclarations. Maintenant, si on essaye d'analyser un peu cette déclaration et d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on voit ? C'est donc un véritable discours de fermeté, mais aussi un constat d'impuissance. La fermeté, pourquoi ? Parce que cela prêche pour plus de contrôle, plus d'interdiction. Mais le problème, c'est que de la fermeté à l'autoritarisme, il n'y a parfois qu'un pas. Est-ce qu'on aura besoin demain de donner sa carte d'identité pour s'inscrire sur un réseau social ? On sait que beaucoup de politiques ont cette vision en tête qui présente également énormément d'effets pervers. Rappelons qu'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, car par voie judiciaire, il est toujours possible de savoir qui se cache derrière un post sur X, sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau. Le problème, c'est que ça demande du temps, ça demande de l'énergie de la part de la police et de la justice, donc c'est pas simple. Ce qui existe, c'est le pseudonymat qui fait que tout le monde peut s'exprimer en se faisant appeler Titi et avec une tête de chat. Les grands réseaux sociaux aussi sont accusés de privilégier les contenus les plus clivants par leurs algorithmes, en les faisant remonter, quitte à ce que ce soit les plus dangereux pour la cohésion de la population. Et ces réseaux qui se retranchent pour cela derrière leur statut d'hébergeur. Ils n'ont pas l'obligation de contrôler en amont tous les contenus publiés, contrairement à un média qui, lui, est un diffuseur au sens des premières lois sur Internet, notamment la LCEN, mais enfin là, je vous parle d'une époque antédiluvienne. À une époque, cela dit, il avait été question d'inventer un 3e statut, précisément pour les réseaux sociaux, celui d'accélérateur de contenu. L'idée, c'était d'imposer quand même un minimum de responsabilité à ces plateformes. Mais bon, les projets de loi sont un peu fracassés contre le mur de la réalité économique et politique. Ça, c'est pour l'aspect régulation. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est un constat d'impuissance ? Parce que précisément, si on veut faire plier ces grandes plateformes, il va falloir lever des tas de freins. D'abord,
La plupart sont maintenant domiciliés administrativement en dehors de l'Europe. Pourtant, en Europe, on a maintenant le DSA, le Digital Services Act, cet arsenal réglementaire qui potentiellement est très puissant. Mais le problème du DSA, c'est que c'est carrément l'arme nucléaire. Et si on appuie sur le bouton, eh bien, on s'expose immédiatement à des représailles. Car il faut remettre tout cela dans un contexte global, géopolitique, qui va bien au-delà de ce qui se passe sur nos écrans de smartphone. Et oui, car les représailles, elles viendraient de la part des Américains, coucou les droits de douane à la Donald Trump, et aussi maintenant, on le sait, de la part des Chinois, ça c'est pour TikTok, sous forme de mesures de protectionnisme diverses ou variées. Enfin, Emmanuel Macron dit une chose, il dit « ce ne sont plus des lieux où l'on peut s'informer, les réseaux sociaux ». Et là, je ne suis pas d'accord et je pense que c'est faux parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des torrents de boue sur les réseaux sociaux, mais cela reste néanmoins de véritables canaux d'information entre les contenus produits par les médias mainstream, les médias traditionnels eux-mêmes, mais aussi des médias que l'on pourrait qualifier d'alternatifs qui ne sont pas tous subversifs pour autant, et sans compter même des témoignages directs, des déclarations publiques directes, etc. Donc si les réseaux sociaux, malgré tous leurs travers et leurs utilisations parfois perverses, demeurent aujourd'hui encore des canaux d'information et même garantissent une certaine forme de pluralisme. C'est fini, on ne reviendra plus à l'ère du journal télévisé et de la parole unique. Le tout, évidemment, c'est de savoir s'informer, de savoir trier le bon grain de livret, de savoir reconnaître les faux contenus, maintenant les fausses vidéos, les fausses images, mais aussi les faux écrits, ou simplement les contenus manipulatoires qu'on nous propulse sous les yeux dans un objectif précis. Lorsqu'on voit apparaître sur son fil X ou TikTok des dizaines de faits divers ou des dizaines d'images d'enfants bombardés qui suscitent évidemment l'indignation, il faut savoir se demander qui est derrière tout cela, à qui tout cela profite-t-il ? Et pour cela, eh bien, il n'est pas question de régulation, mais plutôt d'éducation, de sens critique, apprendre à s'informer comme un journaliste, apprendre à penser contre soi-même parfois. Et ça, eh bien, aucune loi contraignante ne pourra y faire grand-chose. Alors vous allez me dire, c'est une manière de renvoyer le problème vers les individus, vers les consommateurs d'informations, oui, mais c'est aussi une manière pour les individus, précisément, de conserver leur liberté et leur libre arbitre. Un anti-Wikipédia, il l'avait promis et il l'a fait. Elon Musk a lancé cette semaine Grokipédia, une encyclopédie en ligne qui se veut une sorte d'antithèse de Wikipédia. Car on le sait, le patron de X et de Tesla a dit qu'il trouvait l'encyclopédie participative Wikipédia trop woke. Alors dans ce cas-là, le mieux, quand on n'est pas satisfait des histoires qu'on nous raconte, c'est de se mettre à raconter les siennes. C'est donc chose faite avec Grokipédia qui a une particularité, c'est que les articles sont entièrement écrits par intelligence artificielle. Et en l'occurrence, bien sûr, il s'agit de Grok, l'IA maison, l'IA de la société xAI. Le site est accessible à l'adresse grokipedia.com. Vous verrez une interface très minimaliste, c'est un fond noir avec des petites étoiles scintillantes et puis juste un champ de recherche au milieu. 900 000 articles pour commencer, c'est très loin des 7 millions d'articles de Wikipédia, du vrai Wikipédia, en tout cas pour la version anglaise. Mais ça va évidemment s'améliorer, nous promet Elon Musk. Et sur le fond, donc, c'est un contenu résolument conservateur, conforme à l'idéologie de son créateur. Par exemple, la page consacrée au patron de Tesla décrit un visionnaire novateur et provocateur irrévérencieux en faisant totalement l'impasse sur des épisodes qui ont beaucoup fait parler de lui, notamment l'affaire du soi-disant salut nazi après l'élection de Donald Trump. En tout cas, on ne pourra pas enlever à Elon Musk le fait qu'il aura été vraiment l'un des premiers à comprendre que les réseaux sociaux, les intelligences artificielles et maintenant les encyclopédies en ligne ne sont pas neutres et sont devenus des outils d'influence. Retour en France avec Doctolib, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux qui annonce qu'elle va se mettre à l'intelligence artificielle. Ou plutôt, elle va mettre de l'IA entre les mains des patients. C'est Stanislas Niox-Château, le cofondateur et PDG de Doctolib, qui l'a annoncé cette semaine. Il a annoncé le lancement prochain d'un assistant médical boosté à l'intelligence artificielle qui sera accessible sur le site Doctolib par n'importe qui. Alors pour commencer, ce sera, a-t-il expliqué, uniquement pour les parents d'enfants de moins de 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a 14 rendez-vous médicaux obligatoires à prendre avant 4 ans.
Il y a aussi toutes les vaccinations, etc. Et donc parfois les parents, les jeunes parents ont du mal à s'y retrouver. L'IA sera là pour répondre à leurs questions. Ensuite, le chatbot sera ouvert à d'autres profils et à d'autres sujets. Évidemment, c'est un outil qui ne fera pas de diagnostics médicaux, mais qui aidera en principe à y voir plus clair. Et à l'heure où ChatGPT commence à devenir quasiment le premier conseiller médical des particuliers, en tout cas de ceux qui ont choisi de l'utiliser, eh bien, c'est une innovation finalement qui semble assez logique. Du côté de l'actu tech et judiciaire, Apple, condamné en France, a versé 48 millions d'euros aux opérateurs télécoms, à Bouygues Télécom, Free et SFR précisément, pour pratiques commerciales abusives. C'est une décision qui vient d'être rendue pour une affaire qui ne date pas d'hier, puisqu'elle remonte à 2013, à l'époque de l'iPhone 5S, 5C. Il s'agissait d'accords qui obligeaient les opérateurs à acheter un volume déterminé d'iPhone, jusqu'à plus de 5 millions d'unités pour certains opérateurs, et à respecter les prix de revente fixés par le constructeur, et à payer eux-mêmes aussi les campagnes marketing, mais tout en laissant à Apple le contrôle sur leur contenu. Le tribunal a estimé que ces conditions étaient un peu abusives et qu'elles créaient un déséquilibre significatif, d'où cette condamnation, mais Apple a décidé de faire appel. Et une nouvelle fuite de données, plus de 180 millions de comptes e-mail compromis, c'est ce que vient de révéler le site Have I Been Pwned, je crois que ça se prononce comme ça, Pwned. C'est un site qui permet à tout le monde d'ailleurs de vérifier si des données personnelles ont été compromises. Donc là, bien oui, apparemment, on a découvert un fichier avec 180 millions d'adresses à l'intérieur qui avait été volé par ce qu'on appelle des infostealers, des malwares installés à votre insu sur votre ordinateur et qui permettent d'exfiltrer des informations. Donc des adresses email et des mots de passe et même dans certains cas le nom des messageries si c'est du Gmail, du Outlook, etc. Donc finalement de quoi se connecter pour lire vos emails. Comment savoir si vous avez été piraté, si vous êtes concerné? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site Have I Been Pwned, ça s'écrit P-W-N-D, je vous mets l'adresse en description de cet épisode. Vous saisissez votre adresse mail ou votre mot de passe, pas les deux en même temps. Bon, même si ce site est fiable en principe, et on vous dira si votre compte a été, s'il est compromis, s'il a été piraté. Alors attention parce que ça peut être votre compte mail qui a été piraté, mais ça peut être aussi tout simplement votre adresse mail que vous utilisez pour vous connecter à des services divers et variés, et ce sont ces services-là qui ont été piratés. Donc en principe, ça ne permet pas, dans ce cas-là, de lire vos mails, sauf si vous avez la mauvaise idée d'utiliser le même mot de passe partout, car les pirates sont des petits malins, surtout quand l'IA est là pour les aider. Et donc, s'ils trouvent le mot de passe de votre site consacré à, je sais pas quoi, des partitions de musique, et que c'est le même que celui de votre adresse mail, eh bien là, bingo, ils ont gagné. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur le site si vous êtes concerné par cette affaire. L'innovation de la semaine, comme chaque semaine, focus sur une innovation un peu disruptive, pour employer des mots anciens. Et on s'intéresse à l'informatique quantique cette semaine avec une annonce signée Google, une fois de plus. Alors, ils aiment bien communiquer chaque fois qu'ils font des choses, qu'ils avancent dans le quantique, dans le quantum, comme on dit. Et là, eh bien, ils ont présenté Quantum Echoes, un algorithme vérifiable et reproductible, c'est ça surtout la nouveauté, qui s'appuie sur leur nouvelle puce quantique Willow et qui serait capable de faire des merveilles. Maintenant, peut-être pas, mais dans le futur, certainement. On en parle avec notre chroniqueur virtuel, notre ami, la voix de synthèse de Notebook LM. Ok, voici l'essentiel sur Quantum Echoes, le nouvel algo de Google, et son impact sur l'informatique quantique. Alors, Google Quantum AI a annoncé un truc assez fou. Leur nouvel algorithme, Quantum Echoes, qui tourne sur leur puce Willow, eh bien, il a battu les supercalculateurs classiques, genre 13 000 fois plus vite sur une tâche précise. Et surtout, c'est vérifiable. Ça ouvre la porte à des applications bien concrètes, comme pour analyser en détail la structure des molécules. Premièrement, le point clé, c'est que cet avantage de vitesse est vérifiable. Vous voyez, ça veut dire que le résultat est fiable, on peut le refaire. Le quantique passe de l'expérience de labo à un vrai outil scientifique potentiel. En gros, l'algo agit comme un écho super précis pour sonder la matière, grâce à la puce Willow qui est rapide et fait peu d'erreurs. Deuxièmement, on a déjà une application pratique qui se dessine avec la RMN, la résonance magnétique nucléaire. C'est une technique pour voir la structure des atomes, vous savez. Eh bien, Quantum Echoes a permis d'analyser des données RMN de molécules avec plus de précision que les méthodes classiques.
Imaginez un peu pour la découverte de médicaments ou la science des matériaux. C'est comme avoir une loupe quantique. Et finalement, qu'est-ce que ça implique pour la suite? Bon, c'est clairement un grand pas vers des applications quantiques réelles. Ça pourrait même aider l'IA classique en lui fournissant des données hyper précises sur les molécules. Prochaine étape pour Google, créer un qubit logique stable qui corrige ses erreurs. C'est essentiel pour aller plus loin. Bref, Quantum Echoes, c'est un vrai tournant. Un avantage quantique enfin prouvé, avec des applications concrètes à l'horizon. On se rapproche vraiment d'une science boostée par le quantique. Avant de passer à la suite de cette émission, savez-vous que les premiers sites web s'affichaient dans une simple fenêtre toute grise? Aujourd'hui, le web a progressé, les sites sont beaucoup plus riches, mais ils restent enfermés dans la fenêtre du navigateur. Bref, ça n'a pas vraiment évolué. Eh bien, faire sortir Internet du cadre, c'est ce que propose Frogans, partenaire de Monde Numérique, avec des sites libres, fluides, qui s'affichent directement sur votre écran, sans navigateur, sans bordure, sans limite. Alexis Tamas, cofondateur de Frogans. Si je prends par exemple l'environnement d'un ordinateur classique, traditionnel, le fait de publier un site Frogans sur un écran de cette nature-là va permettre d'avoir son contenu superposé aux autres fenêtres et donc de permettre à ces internautes, ces visiteurs, de rester en contact permanent avec mon contenu. Frogans fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette initiative. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site f2r2.fr ou bien cliquez sur le lien en description de cet épisode. Attention, investir comporte un risque en perte de capital. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Hey, Jérôme, encore une grosse semaine dans l'actualité technologique, numérique sur la planète. Notamment, je ne sais pas si tu as vu passer, c'était la remise de bulletins des grands géants des GAFAM. Ouais. Et là, on a appris cette semaine, donc parce que les rapports trimestriels sont sortis, là, que somme toute, si on arrondit les sommes, Meta, Google et Microsoft, dans les 3 derniers mois, ils ont investi 80 milliards de dollars américains dans leur infrastructure d'IA. C'est dingue. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est la continuité de ce qui avait déjà été entamé, malgré tout. Ouais, ouais. Hein, c'est aussi la marque de cette compétition qui n'en finit pas. Et en fait, ils le dépensent dans quoi, cet argent? Principalement dans des data centers, c'est ça, hein? Mhm. Donc, c'est-à-dire dans du hardware, dans du lourd, dans des infrastructures. J'ai vu que c'est Google qui a décidé de remettre en route une centrale nucléaire pour alimenter Ouais, cette semaine, en ouais. électricité propre, enfin en tout cas en électricité non carbonée. Oui, parce que le nucléaire est relativement propre, quoi qu'on puisse en penser. Et puis, il y a aussi quand même des gros salaires. Il y a eu un peu la course aux gros Ça, salaires. c'est du côté de Meta, ça. Ouais, ça c'est surtout du côté de Meta. Ouais. Mais avec quand même, on sent qu'ils ajustent un petit peu la voilure, hein, parce qu'il y a eu aussi ils ont resserré les effectifs, il y a eu des départs, etc., Beaucoup, etc. ouais. On a l'impression que voilà, ils se mettent en ordre de bataille. C'est à celui qui aura la plus grosse infrastructure, la plus grosse force de frappe, les plus gros data centers, et pour offrir le plus de services possible, quoi. Inutile de te dire que nous, on regarde ça d'Europe, mais avec des yeux écarquillés. Alors, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui regardent ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde? Et ça nous renvoie à une autre image à nous qui, en ce moment, n'est pas florissante. On est sur des sujets complètement plus terre-à-terre, voire archaïques, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Aïe, 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 dur constat. Ouais. Mais tu sais, juste pour revenir sur le cas de Google, ils ont vu déjà, au début de l'année, ils prévoyaient mettre énormément d'argent, mais récemment, j'ai vu qu'ils ont remis leur cadran de projection d'investissement dans l'IA pour 2025, et là, ils sont en train de viser le 100 milliards de dollars. Ça, c'est seulement Google. Imagine. Seulement Google. Ouais, puis de l'autre côté, et ça me fait penser à un papier que j'ai publié cette semaine sur mon carnet où je disais que maintenant, il y a c'est le Financial Times qui publie un papier là-dessus. Et à l'intérieur de Meta, maintenant, c'est presque au casino, là. Sur le dossier de l'IA, Mark Zuckerberg, parce qu'il est en train de voir les différents joueurs se positionner, maintenant, c'est une course contre la montre. On joue le tout pour le tout. Les millions. Les centaines de millions et les milliards sont là pour investir, pour espérer être le premier dans la course, mais c'est faux.
Moi, j'en reviens pas. J'ai jamais vu autant d'argent. Dans l'industrie de la tech, là, c'est vraiment, là, on vient d'atteindre des summums cette année, Bah, c'est ce qui relance les d'investissement. inquiétudes autour d'un éclatement de la bulle. Est-ce qu'il y a une bulle? Et s'il y a une bulle, est-ce qu'elle va éclater? Et si elle, va éclater, quand et dans quelle proportion? Ouais, à ce sujet-là, est-ce que tu as vu, il y a un article dans l'Express cette semaine, une longue entrevue avec notre ami Yoshua Benjo Ouais. et qui lui dit: coudonc, peut-être que ça serait bien qu'il y ait une explosion de Oui, la bulle, j'ai vu ça, c'est ah! effectivement, vu de son point de Ouais, vue, ça pourrait être une espèce de coup d'arrêt, auquel lui-même il ouais, appelle. Si la raison ne peut ouais. pas enfin la raison, encore faut-il partager ces raisons-là. Où est-elle la raison Où est là-dedans? la Ouais, raison dans ouais, cette histoire-là? ouais. Non, mais voilà, il fait partie de ceux qui disent: «Attention, faut mettre le pied sur le frein sur le développement de l'intelligence artificielle». Bon, bah, peut-être qu'un éclatement de la bulle, ce sera une manière de freiner. Ouais, mais Bruno sinon, notre rendez-vous est pas financé par l'Express, mais ouais. je t'invite à aller, mettre la main sur, l'entrevue. Elle est disponible en ligne ou sinon en papier, là. C'est vraiment intéressant. Bruno, un peu dans le même ordre d'idée, donc ça, c'est les investissements, et parallèlement, il y a évidemment les solutions d'IA qui continuent de se développer et puis même des positionnements, des accords. Il y a eu un accord important dans la musique, je crois, hein, c'était Ouais, aux États-Unis encore. C'est Universal Music, qui poursuit toujours Suno et qui poursuivait, Udio et qui sont les 2 gros joueurs là dans la fabrication par l'IA de musique et donc il y a eu une entente. On parle pas de montant là, c'est rien de public, mais sauf que ce qu'on sait, c'est que Universal Music et Udio vont proposer, probablement en 2026, une plateforme où les gens ou peut-être qu'on va retrouver ça à l'intérieur de Udio, Mmh. ça va permettre aux gens de revisiter les œuvres du catalogue de Universal Music avec, pour être capable de pouvoir le faire, la permission des ayants droit. Ça veut dire que chaque artiste, j'imagine que ça va être une question de opting out. Alors, par défaut, le catalogue va être là et si un artiste veut pas, qu'on bidouille ses chansons avec de l'IA, probablement qu'il devra dire: «Moi, ça m'intéresse pas». Mais, s'il le fait, Donc ce s'il serait laisse de l'opt-out, c'est-à-dire ouais, que ouais, ouais, c'est par l'artiste par qui défaut, ces chansons pourraient être utilisées, mais s'il veut pas, il se déconnecte, enfin, il le signalerait, quoi. exactement Mmh. et l'idée là-dedans, c'est justement, c'est de permettre aux gens de pouvoir utiliser les chansons connues pour s'en inspirer, pour faire d'autres créations. Alors c'est la première entente du genre vraiment importante, surtout avec un gros joueur comme Udio. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il va y avoir pareille entente avec Suno, Ouais. ou sinon ils vont poursuivre. Si, ils poursuivent, la poursuite, ça pourrait coûter très cher, quitte même à fermer le service de Suno là, parce Ouais. que la note Suno qui était est salée. la première plateforme permettant de générer de la musique par intelligence artificielle. Ouais et qui est Mmh. ma plateforme préférée de C'est production vrai? de musique. D'ailleurs, tout ce que vous entendez quand vous écoutez Mon Carnet, incluant le thème d'ouverture, de fermeture et tous les ponts musicaux à travers, c'est créé chaque semaine en utilisant Suno. C'est vraiment D'accord, génial comme outil. super. Bah, Ouais. non, eh ben, Heu, moi, mon habillage a été fait par un vrai humain, voilà. oui, Par de j'ai vrais entendu ça, musiciens humains, ouais. D'ailleurs, il y a monsieur. une note qui m'achale de temps en temps, mais ça, c'est une autre question. S'il te Bruno, revenons à des choses, bassement matérielles. Est-ce que tu as commandé ton robot humanoïde qui viendra enfin ramasser les chaussettes qui traînent dans ton salon? Ouais, et qui va prendre 2 heures pour plier un chandail? Non. Ouais, c'est pas faux. Non, j'attends, qu'il soit un peu plus efficace, avant de commander. Mais quand même, la note est salée, hein? D'abord, tu vas me permettre de te reposer la question. Mmh, mmh Est-ce que mh. toi, tu as commandé, le Non. Néo? Non? Non, je l'ai pas commandé parce que et pourtant d'abord j'ai pas les moyens, bon alors on va dire les prix donc Roboneo, il est annoncé pour, 20 000 l'année prochaine ou Mmh. bien 500 € par mois. Heu, ce ne sont que des précommandes. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, donc c'est une Ouais, il manière faut de quand même réserver le déposer truc. 200 lorsqu'on fait la commande, hein. Ouais, en plus, c'est comme la Tesla. Exactement, c'était Mais la 100 Tesla, la c'était Tesla. 100 Ouais, donc ouais, c'est pas par rapport au prix de la Tesla, c'est pas très engageant. ouais. Mais surtout, j'y crois pas trop à ce robot Néo. Je sais pas pourquoi, je le sens pas trop. La vidéo qu'on voit là, tourner sur les réseaux sociaux, bon, elle est sympa, mais on a appris qu'en fait, le robot était carrément, quasiment, 100 télécommandé. Il Ouais. est pas capable de réaliser, de manière autonome ce qu'on nous montre. Donc c'est encore du concept pour l'instant. Ça veut pas dire qu'il saura pas le faire. C'est Mais une aujourd'hui, société. c'est pas le cas. Ouais, Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc j'ai un peu des doutes. Je le sens moins que le robot Figure 03 dont on parlait, dans le grand débrief, tous ensemble avec François il y a quelque temps. ouais. Voilà. Et toi?
Mais ben moi, j'ai bien aimé cette semaine, il y avait le Wall Street Journal qui a fait un reportage là-dessus parce que il y a leur reporter tech qui, en tout cas, une de leurs reporters tech qui a passé du temps avec le robot à la maison. Et c'est affreux. Oui. C'est affreux. Parce Ouais, que, ouais. écoute, je pense que ça lui prend une bonne minute avant d'essayer d'arriver, d'être capable de prendre la porte du lave-vaisselle Oui, je pour l'ai la vu cette fermer. vidéo. Ouais, ouais, ouais. C'est un bon 2 minutes pour plier quelque chose. S'il y a une chaussette qui est par terre, ben là, bon Mmh. courage. Faut presque aller à côté pour l'encourager. Hey, on réessaie, on réessaie. Ben, c'est vraiment pas au point. Non. Sauf que, comme tu le dis, je pense que c'est quand on regarde, et d'ailleurs, ils sont transparents. Hein. Là, aujourd'hui, il est là pour apprendre. Alors, les gens qui vont investir, Mmh. qui vont payer 20 000 ça va être des bêta-testeurs et Ouais. / des entraîneurs de robots. Exactement. Parce que quand tu regardes des vidéos qui ont commencé à être publiées, tu vois qu'en mettant ton casque et donc en te permettant, qui est l'équivalent d'un Quest là, 3 Mmh. de Meta, tu mets ton casque et tu prends le contrôle du robot et tu vois qu'il fait les mêmes gestes que toi. Mmh. Alors, question de plier, probablement qu'il sera si tu investis un bon mois à lui montrer comment plier les choses, probablement qu'à un moment donné, il va être capable de le faire. Ouais, c'est ça, Mais parce que mais c'est ça dont oui, ils tu ont dire? besoin aujourd'hui. C'est de la data, pour Oui, entraîner oui. les modèles qui font fonctionner. Oui, puis c'est le même principe de ce qu'on disait la semaine dernière avec, François Sorel. Là, aujourd'hui, les livreurs de chez Amazon qui portent des lunettes Mmh, branchées, mmh, 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 ils mmh. accumulent de la data pour les robots de demain et c'est la même chose. Les premiers utilisateurs, les premiers propriétaires de robots Néo, ben, ils vont essentiellement faire accumuler de la data à la compagnie, norvégienne et puis après, ben là, les robots de 2e génération, ils Mmh. auront fait de l'acquisition de données, de mouvements, d'apprentissage et là, ils seront intéressants. Probablement qu'ils Ouais. seront moins chers aussi, mais c'est quand même, fallait le faire. C'est quoi? Il y avait le robot d'Elon Musk, qui disait que ça allait sortir à 30 000 par année, si ma Ouais. mémoire est bonne. Mmh, mmh. Alors là, on baisse à 20. Est-ce que Elon Musk va arriver avec, son robot en disant c'est 15 000 Je sais pas, on va voir. Ouais, ou alors ce prix, relativement attractif, c'est aussi parce que justement, dans un premier temps, comme c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, c'est que les utilisateurs seront des entraîneurs de robots, donc on va les mettre Ouais. à contribution. Ça voudrait dire que les modèles suivants, au contraire, seraient plus chers. Mais cela dit, ça a souvent été comme ça dans le numérique, hein. Rappelle-toi les bracelets, sportifs, les Fitbit et autres, tout le monde était content d'avoir un Fitbit qui mesurait les performances, sportives ou bien notre santé au quotidien, et cetera. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On fabriquait de la data pour permettre à Fitbit de s'entraîner et d'améliorer ses algos. Bon, c'est pas choquant, hein. Alors de là à dire que peut-être que c'est le consommateur qui devrait être payé, par les investisseurs de la start-up au lieu de eux-mêmes devoir, payer pour acheter le matériel, ouais, peut-être, ce serait peut-être un Ouais, modèle à revoir, en fait. Est-ce que vous êtes prêt à être payé pour entraîner un robot? ouais. Why not? Mais là, pour le moment, c'est est-ce que vous êtes intéressé à payer pour entraîner un robot? Eh ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en attendant, Bruno, nous qui, travaillons énormément et qui n'avons pas forcément toujours le temps de partir en vacances, tu voulais me parler d'un truc. Il y a une bonne nouvelle maintenant, on peut partir en vacances sans partir en vacances, c'est ça? S'inventer de fausses vacances grâce à l'IA. Qu'est-ce que c'est génial. Déjà qu'il y avait des gens qui utilisaient les réseaux sociaux pour s'inventer une vie. Ouais. Là, maintenant, à l'intérieur de l'invention de sa vie, on peut s'inventer des vacances, des voyages. Et c'est assez intéressant. J'ai commencé à remarquer, il y a 3-4 gros joueurs dans le domaine qui, par exemple, je pense à Endless Summer, qui permet pour l'équivalent de 35 américains, tu leur Mmh. fais le paiement et après tu remplis un petit formulaire pour dire à quoi pourraient ressembler tes vacances, à quel endroit tu voudrais te retrouver. Tu leur envoies un selfie de toi-même Mmh. et puis après, ils t'envoient 300 photos de toi en vacances. C'est pas merveilleux, Et ça? où tu veux, en fait. Ben, où tu veux. Alors que ce Ouais. soit au Brésil, que ce soit, je sais pas moi, en Afrique, en Asie, en Europe pour un Nord-américain, l'inverse, un Français pourrait se retrouver à New York, à San Francisco. Mais donc c'est ça, c'est 300, photos que tu reçois et puis après, ben, tu fais ce que tu veux avec. Ouais, c'est merveilleux ça. Bah, oui, On est oui. rendu là.
C'est génial. Tu peux effectivement t'inventer une vie et tu montres ça à tes amis. Ce qui est idiot d'ailleurs, parce que chacun sait que pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché et ne pas montrer ses photos de Ben oui. vacances. Ouais. Ouais, Mais ça me c'est fait sûr. penser un peu à la vidéo dont je t'avais parlé, qui avait été faite par une IA et qui parlait du prochain iPhone, Mmh. qui n'aurait pas de caméra parce que dans le fond, maintenant, avec les outils d'IA, on pouvait générer soi-même ses propres souvenirs, Mmh. puis même des souvenirs qui n'existent pas. Et donc, se montrer en train d'être marié, le premier bébé, sans Ouais. être marié et sans avoir d'enfant. C'est vraiment fascinant. Évidemment, d'autres diront c'est apeurant de voir ce genre d'utilisation, mais tout de même, on est rendu là. Puis il y a des gens qui savent flairer la bonne occasion et C'est sûr. développer des produits comme ça. Mais c'est aussi parce que l'IA le permet et permet Ben oui. aujourd'hui de créer ces contenus totalement réalistes. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote qui est un peu dans le même ordre d'idée. Ma fille m'a fait une espèce de poisson d'avril. C'est Halloween, mais elle me fait un poisson d'avril. Mais enfin, c'est Ouais. tellement un poisson d'avril qui m'a fait peur que ça pourrait être un poisson d'avril Halloween. J'étais pas à la maison et puis elle m'envoie une photo d'un type, mais un SDF en train de manger son sandwich assis sur mon canapé dans le salon. Tu vois? Et elle me dit: «Oui, il y a le monsieur qui est venu réparer, l'évier, voilà, maintenant il me demande de l'argent, qu'est-ce que je fais?» Je dis: «Quoi?» Non, 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 non. Je te jure. Et comme ça, quelques messages et cetera. Je l'appelle en panique. Je dis: «Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu as fait rentrer ce type à la maison? Mais c'est n'importe quoi, mais tu es folle, mais ah bon? Mais parce que là, il va revenir, il va me demander de l'argent, je lui ai dit que j'en avais pas». Et elle me montre un bobard pas possible et avec cette photo complètement flippante, le type que tu as pas du tout envie de voir dans ton salon alors que ta fille est seule à la maison, tu vois? Et cette andouille, bah, c'était un truc que moi j'avais pas vu passer, mais en fait, c'est une espèce de mème qui tourne sur TikTok et qui te fabrique une photo absolument ultra réaliste de ce personnage qui a pas l'air méchant, mais enfin bon, tu sais pas d'où il sort. Et en fait, c'est un truc complètement bidon, quoi, généré par IA, mais c'est vraiment bien fait. Le mix entre le réel et le virtuel est vraiment étonnant. Bon, mais Voilà, fin depuis, de la tu es rentré à blague. la maison et tu as vu qu'il y avait personne dans ton salon. Ouais, exactement. Donc, et puis je l'ai giflé, ma fille, hein, Ah et non. cetera. Ah, méchant papa va. Ouais. Bruno, de J quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben écoute, je suis heureux que tu me poses la question parce que cette semaine à Montréal se tenait le MTL Connect et c'est une grande rencontre. Bientôt, peut-être qu'ils vont changer de nom, ça va devenir MTL Connect Francophonie Mmh. parce qu'il y avait des gens d'un peu partout. Évidemment, il y avait des Européens, mais il y avait aussi une grosse délégation africaine qui était de passage pour parler de numérique sur tous ses aspects, sous tous ses coutures. Et j'ai tiré quelques rencontres de ce qui a été présenté là. Sinon aussi, bien évidemment, on suit un peu l'actualité et aussi, il y a une journaliste, une ancienne journaliste de chez BFM Business qui lance sa chaîne d'actualité finance Ah oui? en France, mais aussi ça moi j'ai été voir, puis il y a des sujets qui sont transatlantiques, là, Mmh mh, et mmh. donc c'est ça. Alors, je fais un bout de causette avec elle pour qu'elle me parle de ce mouvement de décider de quitter une chaîne d'information Mmh. continue en économie pour se lancer uniquement sur les réseaux sociaux. Eh ben, bienvenue C'est au une club. détente. Ben oui, Bien exactement. bienvenue Voilà. au club. Voilà, on est ravis de l'accueillir dans le club des médias personnels. J'aime tellement cette appellation-là. Salut. Ciao, ciao. Monde numérique, le meilleur de la tech. La suite de Monde Numérique que vous écoutez sur toutes les plateformes de podcast, bien sûr, y compris sur Apple Podcast, à nouveau, parce que vous avez peut-être suivi qu'il y avait quelques bugs au niveau d'Apple Podcast cette semaine. Alors en fait, le bug est résolu. J'avais des épisodes qui étaient bloqués. Ils se sont débloqués comme par miracle. En fait, il y a une explication qui est assez dingo d'ailleurs. C'était pour des raisons administratives. On était en train de mettre à jour des documents administratifs avec Apple, parce que maintenant tout cela est très encadré, hein, notamment en Europe du fait du DSA précisément. Donc ça devient très très lourd d'organiser, de monter un podcast. Bref, et Apple avait cru bon de mettre en stand-by en fait la diffusion de Monde Numérique.
Voilà, le temps simplement d'examiner un cabis, pour te dire. Enfin bref, c'est reparti, comme en 40. Enfin presque, parce qu'il y a encore des problèmes de plantage de l'appli. Ça, on n'a pas trouvé d'où ça vient, mais ça n'empêche pas d'écouter le podcast. L'interview de la semaine, il n'y a qu'une interview cette semaine, mais un gros sujet, un sujet assez insolite, je trouve, qui est complètement dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer. On va parler de ce penchant naturel, si on peut dire, des intelligences artificielles pour l'empathie. Les chatbots d'IA sont trop sympas, on en parle avec mon invité de la semaine. Interview en version courte tout de suite, sauf si vous êtes abonné à la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast ou Spotify, et en version intégrale la semaine prochaine. Bonjour Grégory Renard. Bonjour Jérôme. Ravi de te recevoir à nouveau dans Monde Numérique, Grégory. Tu es un spécialiste de l'intelligence artificielle depuis près de 30 ans, installé dans la Silicon Valley. Et tu as notamment cofondé une association, une non-profit, comme on dit aux États-Unis, qui s'appelle Everyone.ai, pour aider un peu les parents, pour qu'ils puissent faire face à tous les dangers du numérique pour leurs enfants. Mais avant cela, on va s'intéresser ensemble à un sujet qui est assez étonnant, qui est complètement dans l'actualité, qui nous touche de plus en plus si on utilise des chatbots d'intelligence artificielle. C'est un phénomène qu'on a découvert. Les chatbots sont trop sympas. ChatGPT, il est trop gentil, il veut toujours nous faire plaisir. Et en fait, ça crée quelques difficultés. Et surtout, ça a un nom, ce phénomène, ça s'appelle la sycophancy, en tout cas en anglais. En français, on peut traduire ça par la flagornerie, la flatterie. Alors, quel rapport avec l'IA? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, exactement. Écoute, je vais t'avouer que moi je suis un technicien comme tu le sais, hein, donc je suis plutôt derrière les lignes de code et derrière les modèles. La sycophancy, c'est vraiment la volonté en fait du modèle à plutôt confirmer les dires en fait et aller dans le sens de l'utilisateur. D'où ça vient? Eh bien, ça vient essentiellement, on voit que ces modèles en fait, ils sont entraînés sur la data humaine. Et en fait, cette notion de sycophancy vient essentiellement du fait qu'il a appris le comportement que les gens, du moins quand on interagit en ligne, l'engagement en fait et la réaction positive se passe quand les gens vont positivement dans leur sens en fait. Mmh. Et donc ça crée des effets positifs. Et en fait, c'est essentiellement comme ça que le modèle a appris au travers des discussions sur des Reddit, sur des réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné sur des conversations d'humains qui étaient plutôt sympas entre eux. Hein, en gros, ils s'entraidaient, etc., c'est ça? Ouais. Et Ouais, du coup, il reste dans cette logique-là? il apprend les comportements de la data qu'il va récupérer. Exactement. Et donc, D'accord. tu as 2 façons de faire. Donc tu peux, soit de le corriger en fait a posteriori, soit de le corriger dans la data. Et la data, grosso modo, c'est soit tu la laisses comme ça et tu as une data qui va lui permettre d'apprendre ce genre de comportement. Et globalement, c'est quand même ce qu'on voit sur internet. Donc quand on va dans ton sens, tu vas plutôt être engageant et Mmh. plutôt positif. Et donc tu as une solution qui est de curer en fait ta data, de nettoyer ta data. C'est Mmh. un gros travail en fait. Et donc oui, les entreprises le font. Et après, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu as une prise de conscience. C'est comme on a eu la voiture sans ceinture de sécurité au début, puis on a vu la ceinture de sécurité arriver tout doucement et tout d'un coup devenir en fait complètement légal et obligatoire. Aujourd'hui, plus personne se pose la question et ça sauve des millions de vies. Bien là, on est sur un cycle de vie qui, je l'espère, est beaucoup plus court, mais il faut qu'on ait des ceintures de sécurité cognitive. Et donc, Ouais. Oui, mais justement, alors c'est attends, cette parce que garde qui vont ouais. permettre de traiter ta donnée et de faire une donnée beaucoup plus clean pour entraîner ton modèle. Mmh. Ou tu peux le faire a posteriori. OK, Grégory, mais avant de parler de ceinture de sécurité, c'est-à-dire de comment corriger le problème, en quoi ça pose un problème, en fait? En quoi le fait que ChatGPT ou autre, soit tellement sympa, tellement empathique, et cetera, en quoi c'est un problème? Tu crées une dépendance par l'empathie. Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, le modèle, en fait, s'il va toujours dans ton sens, tu vas avoir tendance à le suivre. Et si jamais tu viens avec une idée qui est potentiellement négative à l'entrée, il risquerait de te la renforcer. Et Ouais, on a vu ouais, le cas, ouais. en fait, ici, en fait, moi, je sais pas en Europe comment ça se passe, mais aux États-Unis, on a quand même des gros points qui sont apparus avec des enfants qui, malheureusement, sont arrivés au geste ultime. Et ça, c'est absolument inacceptable.
On ne peut On pas en a avoir parlé en Europe, ça a été perçu. Enfin, en tout cas, voilà, on en a parlé dans ce podcast, en tout cas, à plusieurs et donc reprises. ça, Ouais. c'est absolument inacceptable et c'est un peu ce qui nous a motivés avec Anne-Sophie, avec Céline et Mathilde de créer Everyone.ai qui est une non-profit en fait, d'y Mmh. consacrer du temps. Alors moi, j'essaie d'y consacrer le max de temps, dedans, mais c'est pas mon activité principale. C'est plutôt une activité complémentaire en non-profit, comme chacun d'entre vous, d'entre nous peut être, intégré dedans. Donc j'essaye d'amener, en fait, ma vision technologique et ce qui est génial, c'est que j'en ressors avec une connaissance que j'avais pas, qui est plutôt une Mmh mh. connaissance des sciences humaines et de comprendre l'implication de ce qu'on crée, en fait, au quotidien. Et c'est là où je te Ouais. parlais il faut impérativement qu'on mette en place des ceintures de sécurité cognitive. Je suis pour le fait que la recherche soit complètement libre. Tu sais, en fait, on t'empêche pas de faire des voitures qui roulent à 500 km/h. Par contre, quand tu la mets sur la rue dans Paris, là, tu dois suivre, en fait, des certaines normes et des règles. Et c'est là où je pense que c'est vraiment important. C'est qu'on ait la même démarche. En fait, faut pas réinventer la roue, hein, je veux dire, faut juste comprendre que c'est une technologie qui est non négligeable et qu'il faut la gérer, avec, les formes, du moins le fond et la forme, qu'il se doit. Ouais, bien sûr, parce qu'en plus, alors je rebondis sur ce que tu dis, parce que récemment, OpenAI, dans un billet de blog, a fait savoir qu'il recevait, enfin dans les requêtes adressées à ChatGPT, plus d'1 million de personnes chaque semaine témoignent d'intentions suicidaires, se confient à ChatGPT en évoquant des intentions suicidaires. Ouais. Donc là, on comprend que si on est face à un outil Qui qui, est massif, avec des psychophancy et de l'engagement. ouais, Alors, encore une fois, et c'est ce qui est top. Donc, cette semaine se passe, le Paris Peace Forum, où, d'ailleurs Everyone.ai est représenté là-bas et y est présente pour organiser essentiellement des discussions un peu sur, toutes les réflexions qu'on a eues. On a présenté le 17 octobre, en fait, on a eu un forum ici à San Francisco. On a beaucoup parlé de design principles, tu sais, plutôt un peu dans la lignée de qu'est-ce que Isaac c'est? Asimov. C'est ce que je te disais tout à l'heure en rigolant. Donc, tu vas chez l'oncle ou la tante et tu dis à tes enfants avant d'entrer, bon, tu cours pas et tu renverses pas les bibelots, hein, d'accord? Tu promets? Et c'est un peu la même Les approche. guidelines, Voilà, les guidelines. Merci de m'aider, Jérôme. Et c'est exactement la même approche, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est possible de faire ça? Et donc, on a présenté, une preuve de concept technique qui vient supporter les chercheurs à aller beaucoup plus vite dans l'exploration et la compréhension de comment bien former, en fait, ces guides, du moins ces guidelines pour les modèles, parce que tu as plusieurs familles de modèles, en fait. Donc, on parle déjà, le grand public connaît OpenAI, Gemini, Anthropic, et cetera, et cetera. Grok, en fait, Mmh. également. Et donc, mais tu as plein d'autres modèles qui sont open source. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'IA embarquée, donc, dans les jeux, dans les futurs jeux. Donc, ce Noël, je suis quasiment sûr que vous aurez, plein de jouets magnifiques qui vont arriver avec des modèles intégrés. Si Ouais, pas cette demain année, des l'année prochaine. peluches avec lesquelles on pourra Oui, discuter comme on discute aujourd'hui avec ChatGPT. voilà, voilà. Mais ces modèles, en fait, c'est des petits modèles qui vont être embarqués. Et comment on donne les outils aux ingénieurs, comment on éduque, également les ingénieurs, parce qu'en fait, quand la voiture a été créée, personne s'est posé la question de dire: «Les gens vont mourir avec cet objet-là». Mmh. Et donc, de la même manière, il y a une prise de conscience qui vient, il y a des outils qui sont en train de naître. On espère juste que ça va vite. C'est la mission, hein, parce que la mission qu'on s'est donnée sur Everyone, c'est de travailler les axes, certes négatifs, mais positifs également. Donc, il faut montrer, en fait, les 2 côtés, parce qu'il faut pas se friser. Quoi qu'il en soit, ces technologies sont là. C'est des technologies qui vont être de plus en plus présentes. C'est comme, l'ordinateur, c'est comme la calculatrice. Il y a pas de retour en arrière, en fait. Mmh. On est Mmh. dedans et ça va être utilisé de plus en plus. Donc, il faut Alors trouver des solutions. Grégory, je reviens sur OpenAI qui évidemment qui est le leader, voilà, ChatGPT et cetera. C'est eux-mêmes qui révèlent ce chiffre, hein, 1 million de personnes chaque semaine qui témoignent d'intentions suicidaires. Pourquoi ils en parlent? Parce qu'eux, ils disent qu'ils ont maintenant introduit des sécurités précisément, Oui, bah, justement ils ont après le fait suicide de ce jeune homme, aux États-Unis. absolument. Il y a une prise de conscience complète. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation, justement de ChatGPT ou d'un chatbot d'IA quel qu'il soit, dans un but, on va dire, de soutien psychologique, comme ça se fait de plus en plus? Ah, c'est
Alors tu l'as dit, tu es pas un spécialiste des sciences humaines, mais bon, Voilà, je suis pas spécialiste des sciences humaines. Et je vais te donner mon point de vue, je suis pas très, très chaud. Donc moi, personnellement, mais c'est mon point de vue, ça n'engage que moi et pas forcément ma discipline, mon domaine, mon industrie et tout ça. Moi, personnellement, je suis pas très chaud. Je pense que, voilà, faut encore y aller mollo et peut-être plutôt, encore échanger avec des humains, mais il est clair qu'à un moment donné, on va arriver avec des machines qui pourront aider globalement des premiers niveaux, en fait, par rapport à ça. ouais. On a fait, je te donne le cas d'un de mes amis très proches ici, son fils autiste, donc très, très compliqué de communiquer, mais son fils adore la technologie. Donc et on a travaillé avec lui pour justement monter, un bot qui aide son fils à s'exprimer. Comportement a complètement changé et donc tu vois, ça peut être Mmh. bénéfique et c'est pour ça que typiquement chez Everyone Data, on essaye pas seulement avec toute notre équipe, hein, donc je t'ai expliqué les 4 cofondeurs, mais allez sur le site, on est, je sais pas maintenant une trentaine à peu près, donc rejoignez-nous si vous voulez apprendre parce que tu disais tout à l'heure, on fait de l'éducation pour les parents, mais non, 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 pas du tout. D'abord, on a monté une coalition internationale, 14 pays, les grands acteurs de qui on a gagné la confiance, on arrive à être autour de la table ensemble, on ne pointe pas du doigt, on n'est pas en train de dire c'est mal ce que tu fais, on est en train de chercher des solutions ensemble parce que Mmh. on sait pas. Et donc on cherche tous la fameuse ceinture de sécurité cognitive pour aider. Deuxième axe, des formations pour enseignants et on va dire pour l'école. Donc typiquement, là, l'équipe, du moins, en fait, Anne-Sophie, Céline et Mathilde ont joué il y a pas longtemps dans une école pour 300 étudiants où ils se font des workshops pour tenter d'éduquer les enfants dans l'utilisation au quotidien. Et ça, c'est génial parce que Ouais. l'enfant ressort de là, il dit: «Ah bah, j'avais pas pensé à ça ou ça» et dernièrement, suite à des discussions qu'on a eues ensemble et un travail que j'avais fait en amont pas mal avec Céline également sur l'éducation des enfants et je t'en parlerai après, comment mon fils utilise, du moins mon fils, mais également mes filles. Mmh. Mais lui, c'est vraiment particulier parce qu'il est en plein au moment où il en a vraiment le plus besoin. Et également, en fait, on essaye de créer des outils qui vont aider à accélérer les deux premiers en fait, chantiers ou piliers de Everyone et qui peuvent potentiellement être utilisés demain par le grand public. Et pour D'accord. revenir, tu vois, typiquement sur mon fils, tu peux imaginer les pauvres, hein, j'ai fait l'IA avant qu'ils soient tous nés. Donc, je les ai pas mal formés au sujet et mon fils qui vient de rentrer à l'université, donc en maths, donc il est dans une des universités qui est une des plus avancées au niveau mondial en maths et je lui dis: «Écoute, moi j'ai fait les maths, je te garantis que j'en ai chié, hein, donc courage, je suis content que tu veuilles le faire, mais que la force soit avec toi». Premier truc qu'il fait, il arrive, il m'appelle, il dit: «Papa, c'est bon, j'ai récupéré tous les PDF de tous les cours, je me suis créé mes IA sur chaque cours et j'ai commencé à Ouais. leur donner mon profil, où j'en étais et de lui dire, où sont mes points de faiblesse, comment je dois travailler, comment je dois m'améliorer». Premier mid-term, bah, il cartonne. Ah ouais, Tu d'accord. vois? Et donc ça peut Donc être il un s'est servi de l'IA comme coach, mais comme ouais, prof quoi, du moins alors, comme, comme un bah, pas personal prof, tutor, mais, comment on appelle ça? Répétiteur? comme un personal tutor. Et tu Bah, as oui, des voilà, outils, hein, qui voilà comme, sont, tu des outils qui sont superbes, hein, qui sont en ligne. Encore une fois, restez critiques, éduquez vos enfants, je te donne le cas. Nous, ce qu'on fait, avec mon épouse et nos enfants et maintenant beaux enfants, c'est, à Noël, tous les ans, d'abord on fait nos objectifs de famille individuels, mais après chacun fait une présentation aux autres. Et donc les d'accord. pauvres, tous les ans, ils se tapent une formation à comment j'utilise l'IA, au quotidien, dans ma vie, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah Tu vois le sympa les truc? réveillons chez les renards. Ah ouais, c'est OK, sympa, hein? bon, c'est cool. Ça fait du c'est est-ce que ça aide un peu? Et regarde des outils, tu as des outils super sympas en ce sens-là qui émergent de plus en plus. Va sur mon site et tu verras dans la partie, Autumn of Work où je parle en fait du travail, comment ça va transformer le travail, comment également en tant qu'entreprise, tu peux mettre l'IA en production et que ça marche pour de vrai. Parce que Mmh. là, les rapports commencent à sortir, maintenant. Ici, aujourd'hui, je lisais un rapport qui est vraiment super sympa où plus de 900, en fait, VP ont été interrogés avec des productivités pour autant que ce soit bien appliqué et j'ai utilisé, par exemple, sans faire de pub pour autant, mais Notebook, LLM Un notebook pour, LM de Google, ouais, bien sûr. du moins, pardon, Notebook C'est LM, pardon, pas c'est mon Notebook grand LLM, ami. des formations. Mais bah, voilà, donc tu peux en parler mieux que moi, en fait. Moi, j'utilise de temps en temps, mais
Ça te crée un mind map, ça te crée des cards pour faire de la révision, ça te crée Oui, des on lui donne podcasts. la documentation, soit sous forme de documents, PDF, des liens, et Oui, cetera, et puis lui, il nous sort un petit podcast audio ou bien, des cartes, même absolument. même des présentations vidéo maintenant et tout. C'est absolument Exactement. incroyable. Donc tu vois, ça peut être un outil formidable pour vous, en tant qu'apprentissage, parce que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il faut y aller. C'est comme si tu disais, je suis comptable et je prends pas l'ordinateur, ou je suis financier et je prends pas l'ordinateur et le spreadsheet. Ah non, 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 tu y vas à fond parce Ouais, c'est pas qu'autrement on change de possible. métier, quoi. Donc Exactement. il faut que vous preniez le contrôle de ces outils, que vous gardiez l'esprit critique, que ce soit, très, très clair, en fait, là-dessus et ça va bien se passer, en fait, et vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Grégory Renard, Avec plaisir, Jérôme. spécialiste de l'IA et puis surtout, cofondateur de, everyone.ai. On retrouve le lien, bien sûr, en description de cet épisode. J'étais ravi de te recevoir, dans Monde Numérique et puis on aura l'occasion très certainement de se reparler. En tout cas, on comprend ton message et j'espère qu'il est bien passé. On est là pour le relayer. Merci, Grégory. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 1er novembre 2011. N'importe quoi, 2025. Il est temps d'aller se coucher, je crois. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, écoutez les autres épisodes de Monde Numérique, bien sûr, sur les plateformes de podcast, sur l'appli Monde Numérique signé Good Barber. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site mondenumérique.info. Vous retrouverez de l'audio, de la vidéo, du texte, etc. Et puis, si ça vous dit, si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire et 5 étoiles sur votre application, si celle-ci le permet, afin de me faire monter la visibilité de ce podcast. En tout cas, l'audience est là, vous êtes de plus en plus nombreux, semaine et mois après mois, à l'écouter. Passez une très bonne semaine, pleine de tech. Salut.